Bon, ben, bienvenue à tous. On a le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire Innovacteur où on a le plaisir d'accueillir Fanny Paris, donc qui se présentera, mais qui est anthropologue, co-directrice de la chaîne Managia et qui est enseignante à Strat, l'école de design de Lyon. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore adhérents Innovacteur. Donc avant de laisser la parole à Fanny Paris, on aura le plaisir d'écouter Muriel Garcia, qui est membre historique et qui est présidente d'honneur d'Innovacteur, qui vous présentera cette belle association. Et après, on vous précisera aussi rapidement pourquoi et comment Innovacteur travaille sur la thématique de l'IA. Mais voilà, Muriel, je te laisse la parole pour présenter l'association. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence et merci à Fanny d'avoir pris du temps pour nous présenter le sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc, en deux mots, très rapidement, qui nous sommes et ce que l'on fait au sein de l'association Innovacteur. Donc, c'est une association qui a été cofondée en 2002. Donc, elle a un quart de siècle d'histoire et surtout d'évolution en termes de transformation permanente, en termes d'usage et de savoir-faire autour d'une thématique de l'innovation participative et donc du management participatif. On a la volonté d'être toujours à l'avant-garde des nouvelles pratiques et de l'émergence de nouveaux usages et la volonté d'animer une communauté d'innovateurs praticiens. Et aujourd'hui, ce qui nous occupe en termes de veille et de prospective, c'est bien comment l'IA va pouvoir interférer et nous aider à toujours développer l'innovation et l'innovation participative de surcroît. On a des valeurs, on met l'humain au cœur, on est un collectif entièrement mobilisé. Et là encore, merci à tous les membres adhérents qui au quotidien nous aident à promouvoir cette belle démarche. En offre de service, alors je ne vais pas faire le catalogue, hein, vous avez un site, vous avez une plateforme réserve aux adhérents, vous avez des animations, l'événementiel, le dernier en date, c'est le Carrefour qui a eu lieu à la Maison de la Conversation sur la thématique du collectif. Voilà, et puis on a remis nos trophées, bien sûr, chaque année. C'est une tradition, c'est un rituel. Et je crois que cette année, on est tous OK pour dire que ça a été un cru exceptionnel par la diversité des pratiques, la diversité d'horizons des acteurs qui pratiquent cette innovation. Voilà, on est dynamique dans le sens où on est un peu créateur aussi. Et donc, dernier en date, et merci Rémi et Olivia pour les ateliers booster, les Blablacaf. Hein, je crois que c'est aussi un beau démarrage. Et puis, merci aux adhérents parce qu'au final, c'est vous qui faites vivre l'association Innovacteur, IA. Et donc, l'IA aussi, le double regard avec l'intelligence artificielle et comment tout ça va matcher et fonctionner et nous faire découvrir de nouveaux horizons. Voilà, j'en dis pas plus. Vous avez Laure Pamard, notre secrétaire générale, qui est là pour répondre à toutes vos questions. On va ouvrir la campagne d'adhésion pour 2025, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on est une communauté humaine qui pratique et qui a des savoir-faire et des usages d'innovation et on est prêt à vous rendre service et à partager nos réussites. À très vite, voilà. Donc voilà, Innovacteur, c'est vraiment l'association de référence pour la promotion de l'intelligence collective et de l'innovation participative. Et donc, à l'émergence de l'IA, on a souhaité d'abord comprendre et éclairer la communauté des innovateurs sur l'IA. Donc, on a commencé par des conférences de l'excellent Flavien Chervet. Donc, vous pouvez trouver ces conférences sur la chaîne YouTube de l'association. Flavien a aussi proposé des formations au prompt. Donc, on a commencé par comprendre, puis après, on s'est interrogé sur les liens entre intelligence artificielle et intelligence collective. Donc, on s'est posé plein de questions. Voilà, est-ce que l'intelligence artificielle, ça va devenir un ennemi ou un allié de l'intelligence collective? Comment on peut réussir le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos organisations en associant les équipes, en associant ceux qui font et qui trouveront les meilleurs cas d'usage les plus pertinents. On s'est demandé comment l'IA peut donner du pouvoir de proposer et d'innover aux équipes. On s'est posé plein d'autres questions. Et donc, pour y répondre, on a fait une démarche en deux temps. D'abord, un questionnaire auprès de 150 chefs d'entreprise qui a été orchestré par Martin Duval et Blue Node, qui propose vraiment une radiographie du déploiement de l'IA dans les organisations. Donc, Martin, si tu es là, peut-être tu pourras aussi en dire deux mots. Et puis, il y a l'étude que va vous présenter Fanny Paris, qui est vraiment
Le thème, c'est l'IA, une révolution anthropologique et sociale dans les démarches d'innovation. Donc voilà, on a trois choses du coup sur l'IA. D'abord, cette étude intégrale qui est disponible sur la plateforme. Après, Olivia en a fait plusieurs formats, podcasts, vidéos, pour vraiment mettre de façon très accessible à tous les différents points clés de cette étude. On travaille aussi très concrètement avec l'IA dans le cadre d'ateliers Booster, tu l'as évoqué Muriel. Les ateliers Booster, c'est un adhérent d'Innovateur qui vient avec une problématique. Il a la communauté des innovateurs pour l'aider. C'est à la fois de la facilitation, du co-développement et l'utilisation de Booster IA pour aller plus loin dans la réflexion. Et donc, il arrive avec sa problématique, il ressort avec un plan d'action et l'avis à la fois de toute la communauté innovateur présente et les boosters IA. Et puis, à la rentrée, on va proposer une formation en 2 temps, une formation sur Innovateur et l'IA. Donc, en 2 temps, d'abord, comment l'IA peut booster les ateliers de facilitation et après, comment l'intelligence collective peut nous permettre de mieux détecter les cas d'usage d'IA. Voilà. En attendant, donc voilà le programme aussi de l'année et les travaux d'Innovateur en lien avec l'intelligence artificielle. Et je laisse la parole à Fanny Paris, qu'on remercie encore pour la présentation de son étude. Écoutez, bonjour à tous, une nouvelle fois, un grand merci pour l'invitation de ce jour. Donc, avant toute chose, je vais repartager mes onglets s'ils veulent se partager. Alors, attendez. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, messieurs, dames? Oui, oui. Ça y est. Donc, ce sera moins parfait que ce que j'avais imaginé parce que je suis obligée de vous le partager par le Drive, mais au moins, vous pourrez suivre et normalement, ce sera aisé pour tout le monde. Donc, l'objectif de mon intervention de ce matin, je vais vous présenter à la fois la synthèse de l'étude réalisée il y a maintenant environ 1 an autour de l'intelligence artificielle et des démarches d'innovation. Et ensuite, à la fois pour aller plus loin, mais également pour ouvrir au débat et aux échanges, je vous présenterai un livre blanc que j'ai réalisé à Strat École de Design Lyon, où je suis enseignant-chercheur, où là, on s'est intéressé plus spécifiquement à l'impact et à l'incidence de l'IA générative au sein des processus d'innovation dans la gestion de projet autour du design et donc autour de l'innovation. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que ça va mettre le point sur des éléments précis qui impactent la notion de projet en design avec l'IA générative, mais surtout, ça me permettra de vous présenter des réponses possibles, spéculatives ou du moins créatives que mes étudiants ont réalisées en réponse à cette enquête de terrain. Donc, d'abord, ce premier état des lieux, un état des lieux qui parfois n'est plus forcément aussi pertinent qu'il l'a été il y a 1 an parce que les enjeux, l'évolution des outils et la prise en main de ces derniers par les collaborateurs dans les organisations évoluent très vite. Donc là, on est vraiment déjà sur une photographie de ce qui s'est passé lorsque l'on a mené l'étude. Et ensuite, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire maintenant et surtout, quels vont être les enjeux pour demain, ou même si on se projette un petit peu de manière spéculative, l'idée c'est de se dire dès à présent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du projet, à l'échelle des collaborateurs et à l'échelle d'une organisation pour pouvoir intégrer de la manière la plus adéquate possible l'IA en fonction des besoins et en fonction des cultures organisationnelles. Ceci étant dit, l'idée avec la démarche anthropologique, c'est de s'intéresser aux pratiques, aux perceptions et aux tensions que va révéler l'intégration de l'IA générative au sein des organisations. Donc Rémi m'a déjà présenté rapidement pour resituer un petit peu plus ce que je fais et pourquoi je me retrouve aujourd'hui devant vous à vous parler d'IA et d'innovation, parce que je peux vous dire, c'est que je suis anthropologue, donc je suis spécialiste de l'évolution des modes de vie à travers la consommation à la fois de biens ordinaires qui peuplent nos vies de tous les jours, mais également
autour des objets et des produits liés au numérique et liés aux nouvelles technologies qui vont avoir un impact sur nos manières d'être, de collaborer, de travailler, mais même de se positionner dans nos sociétés. À ce titre, je suis co-directrice d'une chaire de recherche et d'enseignement qui s'appelle Managia et qui s'intéresse justement aux transformations induites par le numérique, les nouvelles technologies et surtout l'IA, et notamment l'IA générative, à la fois dans les organisations, mais de manière plus générale dans la société. Managia, c'est une chaire de recherche et d'enseignement qui a été cofondée par 3 acteurs, Isen, qui est une école d'ingénieurs, Strat, qui est une école de design industriel, et Polaria, qui est une entreprise qui accompagne les organisations dans la transformation organisationnelle. Dans le cadre de Managia, que ce soit côté Strat ou côté Polaria, on va mener un ensemble d'études et de recherches, que ce soit par secteur d'activité, par typologie d'organisation ou par mode d'impact que ça va avoir dans la vie des individus. On a notamment publié un livre avec Cyril de Sousa-Cardoso qui s'appelle « Guide de l'IA générative » et qui est un guide qu'on espère pratique et malin pour aider chaque personne qui essaye de l'intégrer de manière pertinente dans le quotidien. Et je vous ai mis l'adresse guide.polaria.ai où vous allez avoir plein de ressources qui sont mises à jour tous les mois avec des outils en fonction de à peu près tout ce que vous avez envie de faire dans votre quotidien professionnel autour de l'IA, parce que l'idée, c'est de se dire, les beaux discours qu'on peut vous faire, c'est très bien, mais par contre, ça évolue tellement vite que par rapport aux grandes lignes et aux enseignements qu'on va vous transmettre, ces guides vont vous permettre d'avoir une vision qui va être davantage à jour et toujours pertinente par rapport à ce sujet. Comme je vous le disais en introduction, donc je suis anthropologue. L'anthropologie va étudier comment les individus font société et comment on va avoir des structures, notamment liées à des infrastructures techniques, mais également politiques ou économiques, qui vont permettre d'organiser la vie des individus. Et avec le prisme anthropologique, on va toujours s'intéresser à une vision très macro et systémique de la société pour essayer de comprendre comment ça va impacter la vie des gens, la vie des collectifs, et du coup, ça va permettre de faire société. Dans une perspective anthropologique, on va positionner l'IA générative comme une révolution industrielle à l'égal de l'électricité ou de l'Internet, mais là, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une perspective anthropologique, c'est que cette révolution industrielle va toucher directement au processus créatif et aux liens humains, donc ça va être un terrain privilégié à la fois pour questionner l'innovation, mais surtout le futur de l'innovation participative. Avant de vous présenter plus en détail les résultats de l'étude que j'ai eu la chance de mener pour Innovacteur, je vous propose une première cartographie, une première visualisation à la fois des pratiques, mais également des imaginaires à travers le discours que l'on va avoir sur l'IA générative et sur la manière dont on va la positionner dans le quotidien, à la fois individuel, mais surtout organisationnel. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les études que l'on a pu mener, et ça inclut bien évidemment l'étude menée pour Innovacteur, mais ça implique aussi les autres études qu'on a pu mener, on se rend compte qu'on a 4 grandes manières d'incarner l'IA générative au sein des organisations. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce degré d'incarnation va amener des attentes à la fois technologiques, donc qu'est-ce que ça va nécessiter en termes de solutions proposées et d'infrastructures mises en place, mais également, ça va amener des attentes en termes d'émotions et de liens affectifs que l'on va avoir avec ces objets-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que généralement, les attentes émotionnelles et les attentes techniques, en fait, sont décorrélées l'une de l'autre et vont créer des expériences à part entière pour les individus. Et c'est ce qu'on va appeler en ergonomie cognitive ce degré d'incarnation. La matrice que je vous propose est donc une synthèse de ces différents enseignements. Cette matrice, elle est construite à travers 2 tensions
qui sont structurantes pour comprendre la place que les individus donnent à l'IA. La première tension, c'est est-ce que les individus s'en servent uniquement dans leur vie quotidienne ou à l'inverse, uniquement dans la vie professionnelle. Donc, bien évidemment que c'est des synthèses et qu'on va avoir une hybridation des sphères quotidiennes et professionnelles dans la vraie vie des individus. La deuxième tension, ça va être la place qu'on va lui donner. Est-ce qu'on est uniquement sur un doudou digital ou alors, est-ce qu'on va être davantage dans une logique de plateforme et qu'on va positionner ces outils comme des agrégateurs de contenu et de données? Et du coup, ces 4 grands degrés d'incarnation vont s'exprimer à l'intersection de ces 2 tensions qui vont être structurantes. Les 2 degrés d'incarnation que l'on va actuellement le plus retrouver dans les organisations, le premier, c'est autour de ce qu'on va appeler la robotique sociale. Donc, on va avoir des individus qui vont utiliser l'IA générative pour plein d'aspects de leur vie quotidienne, mais également professionnelle, dans un but premier qui va être de se rassurer et d'avoir la bonne information ou le bon contenu au bon moment. Ça va être notamment des individus qui vont être angoissés, qui ne vont pas savoir quoi répondre à des questions de la vie quotidienne, qui vont s'en servir comme des béquilles et comme un appui au quotidien. Et ce qui va être intéressant avec ce degré d'incarnation-là, c'est que les individus n'ont pas besoin d'une performance technique et technologique importante du moment où l'objet, l'interface, va être là pour répondre à leurs besoins immédiats tout au long de la journée. Donc là, on va avoir des émotions et un attachement qui va être fort avec des besoins techniques qui vont être intermédiaires à faibles. Ensuite, on bascule sur ce que j'ai appelé l'assistant technologique, qui est aujourd'hui le degré d'incarnation qui va être le plus répandu lorsque l'on mène des études. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une infrastructure technique ou des besoins technologiques qui vont être intermédiaires, donc facilement mises en place, que l'on va avoir également des émotions assez importantes qui vont être générées par l'utilisation de ces outils, mais qu'on va moins s'en servir comme substitut, mais davantage comme un assistant intelligent qui va nous permettre de gagner du temps, de monter en compétences et en expertise. Et au final, on a peur de le perdre, on a peur qu'il y ait un bug dans l'outil parce que, au final, on a peur d'avoir cette charge mentale qui va réapparaître parce que c'est quand même aisé de pouvoir s'appuyer sur des tâches simples ou plus ou moins complexes et de l'intégrer au quotidien. De l'autre côté, sur la partie gauche de cette visualisation, on va avoir une IA qui est beaucoup moins proche des individus, qui nécessite une infrastructure technique et technologique beaucoup plus importante, mais qui ne va pas être perçue comme telle par les individus. Le troisième degré d'incarnation, c'est celui que j'ai appelé le coach personnalisé. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être sur une hybridation des relations entre humains, des relations entre technologies. À l'échelle de l'organisation, c'est par exemple un manager via l'interface qui va proposer des parcours personnalisés, notamment de formation. Donc, on va avoir une touche humaine qui va être implémentée et augmentée par l'IA pour le bénéfice de l'utilisateur et du collaborateur, sans que le collaborateur n'ait forcément conscience de qui parle à quel moment et de qu'est-ce qui va être produit avec ces fameuses interfaces d'IA générative. À l'échelle plus de la vie quotidienne, c'est par exemple quand on va avoir des applications de nutrition ou de coaching sportif, où on va avoir des algorithmes via la personnalisation des profils qui vont permettre de proposer des parcours ou des scénarios d'utilisation et à des moments donnés, l'application va proposer de nous reconnecter à un coach ou un professionnel de santé, soit pour optimiser le parcours, soit pour avoir des séances qui vont être complémentaires. Et enfin, le dernier degré d'incarnation, c'est celui de la plateforme unique, où là, l'IA générative et l'infrastructure technologique va permettre de connecter un ensemble
de bases de données et de connaissances. Donc, c'est là où on va avoir le plus de développement en termes d'infrastructure, mais qui va être perçu, qui va être le plus invisibilisé pour les individus. Donc, eux, ils vont par exemple avoir une page unique de type ChatGPT en interne qui va permettre de faire des corrélations, de faire des analyses et de connecter des bases de données et des connaissances qu'a une organisation qu'ils n'avaient pas avant. Là, on va être sur la fluidité de l'usage et la facilité d'intégration de données importantes sans que l'individu s'en rende compte et donc en étant assez éloigné de l'outil. Et si je voulais commencer ma conférence par ces éléments-là, c'est que ça permet à la fois de synthétiser, comme je vous l'ai déjà dit, les principaux enjeux, mais surtout d'amener chaque personne à se poser la question en se disant, bah, moi, quelle place il a dans ma vie quotidienne et quelles sont les nécessités infrastructurelles et en termes de proximité avec l'outil que j'ai. Et à l'échelle d'une équipe ou à l'échelle d'une organisation, c'est de se dire en fonction de la place que l'on va choisir de lui donner, et ben, ça va nécessiter des développements ou des investissements qui vont être différents, mais surtout, ces outils vont prendre une place dans la vie d'un collaborateur ou d'une équipe qui ne va pas être neutre et va ensuite avoir des implications sur ses rapports émotionnels et ses liens de proximité avec l'outil. Là, très rapidement, en fait, au-delà d'avoir le degré d'incarnation, ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin en se disant bah, qu'est-ce que c'est en train de changer sur nos rapports aux outils, au numérique et de manière plus générale à la place que l'on donne à des entités non humaines dans notre quotidien. Et ben, dans les travaux de recherche que je mène au sein de Managia, c'est ce qu'on appelle l'animisme industriel, donc comment on dote de caractère ou d'une intentionnalité des acteurs non humains qui, au final, vont avoir un rôle à jouer dans le quotidien professionnel. Et comme vous allez le voir dans la synthèse de cette étude-là, eh ben, on va avoir une personnification de cette IA générative qui va presque devenir un collègue ou un membre supplémentaire dans un projet d'innovation. Donc, que ce soit un assistant pragmatique, une entité relationnelle un peu hybride, un objet qui devient vraiment un personnage ou une technologie instrumentale, eh ben, ça nous amène d'autres questions, et notamment éthiques, par rapport au choix que l'on fait aujourd'hui d'intégration de l'IA générative par rapport aux impacts psychologiques, sociologiques et surtout philosophiques que ça dit de nous et de nos sociétés sur le futur de l'IA. Ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai eu des objectifs d'études qui étaient très clairs, qui ont été construits à 2 voix et à 2 temps, comme l'a présenté Rémi, à travers la consultation en ligne qui a été faite par Blue9, puis par l'approche qualitative et de terrain que j'ai pu mener. Mon objectif peut se résumer en 3 grands axes. Le premier, c'était vraiment d'étudier l'impact de l'IA générative sur les démarches d'innovation autour de la créativité, de la collaboration et d'un enjeu plus structurel autour de cet impact de l'IA générative pour pouvoir identifier les transformations sociales, éthiques et organisationnelles que l'IA générative engendre dans les démarches d'innovation et enfin de proposer des pistes pour intégrer l'IA générative de manière responsable au sein des équipes ou des organisations. À chaque fois dans la présentation, j'ai essayé de vous mettre des verbatims un petit peu clés que j'ai retirés du terrain pour davantage incarner mon propos et qu'il ne reste pas trop théorique. Là, par exemple, l'interview 10 nous dit que l'IA générative est un levier puissant, mais qu'elle soulève des questions fondamentales. À qui appartient l'idée quand la machine y participe? Et là, vous verrez en introduction en conclusion, que même le droit n'est pas d'accord au 10 décembre 2025 par rapport à ça. Pour pouvoir répondre à ces objectifs d'études, on a mis en place une méthodologie relativement classique autour du qualitatif. Donc, j'ai réalisé 15 interviews avec différents acteurs impliqués dans les démarches d'innovation. Ces 15 acteurs ont été identifiés par les équipes d'innovateurs que j'ai ensuite rencontrés, planifiés et interrogés.
je me suis intéressée au discours, aux perceptions et aux pratiques liées à l'IA générative. Et l'idée, c'était d'avoir à la fois une approche sociologique autour de la sociologie des organisations et anthropologique, donc c'est-à-dire essayer de comprendre comment ces entités technologiques vont avoir un impact sur nos imaginaires, sur nos manières de pratiquer l'innovation et ensuite à l'échelle individuelle sur les pratiques et sur les perceptions individuelles. Le plan de la présentation reprend en grande partie la structuration de ce rapport qui est dense, riche et que j'ai essayé d'être précis pour que chaque lecteur puisse aller chercher les informations qui lui semblent pertinentes en fonction des questions qu'il se pose ou des actions qu'il a à mener au sein de son organisation. Donc du coup, il y a 4 grands éléments qui vont nous accompagner ce matin. Le premier, c'est autour des usages et des représentations, bien évidemment, de l'IA générative dans l'innovation. Ensuite, une partie plus analytique qui va s'intéresser aux tensions anthropologiques et éthiques que j'ai pu identifier à l'époque de la réalisation de ce terrain et de l'analyse. Ensuite, on va l'incarner à travers les ethnotypes qui sont la version, on va dire, un petit peu scientifique des personas dont on a un peu plus l'habitude en innovation. Et ensuite, l'idée, c'est d'ouvrir sur un design de l'innovation en se disant, bon, par rapport à tout ça, quelles sont les grandes règles ou les grands axes sur lesquels on peut s'appuyer et ensuite rebondir dès cet après-midi dans nos actions respectives. Donc, si on commence et qu'on rentre enfin dans le vif du sujet autour des usages et des représentations de l'IA générative, dans un premier temps, je me suis intéressée aux usages que j'ai pu observer lors de cette enquête de terrain. Donc, les 3 principaux que j'ai pu observer, le premier, ça va être l'automatisation des tâches répétitives, notamment autour de la génération de code pour les développeurs et les techs, la mise en place de mailbots et de synthèse documentaire. L'automatisation des tâches répétitives, au-delà de l'avoir identifié dans l'étude, qui est déjà un enseignement qui va être intéressant, c'est également un des usages qui va être le plus mis en avant dans la communauté professionnelle et d'innovation et qui va être également traité dans la littérature et qui va être mis en place ensuite par des experts et des formateurs au sein des organisations. Ensuite, deuxième point, ça va être le soutien à la créativité. Donc, comment il va être mobilisé et pourquoi pour pouvoir accompagner les équipes ou les individus dans les processus créatifs. Ce qu'on a pu observer à l'époque, c'était pour déclencher les idées, des outils pour détecter les failles et également challenger les idées ou les livrables qui commencent à être construits. Et comme vous le verrez après, il y a cette notion de génie du mal qui est revenue à plusieurs reprises dans les interviews que j'ai pu mener. Et enfin, ça va permettre également de rationaliser les processus. Donc, comment on va pouvoir uniformiser des templates ou avoir une gestion de données qui va être également davantage harmonisée ou plus facile à comprendre. Donc là, vous voyez que sur l'automatisation des tâches, le soutien à la créativité et la rationalisation des processus, en réalité, les usages observés vont déjà être paradoxaux en soi parce qu'ils vont être relativement simples à mettre en place. Ils vont être en apparence sur des tâches ou des usages très précis, mais en réalité, ils vont être éminemment structurants sur l'impact et sur la place que l'IA générative va prendre dans la vie des gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans cette étude-là, comme dans les autres études qu'on peut mener pour Managia sur ces sujets-là par ailleurs, c'est que cette tension entre tâches très précises qui va être réalisée dans la vie quotidienne d'une organisation et l'impact réel que ça a sur nos manières de travailler, nos manières aussi d'avoir un rapport à ce qui va être produit et aux nouveaux standards qui vont être mis en place, sont souvent un petit peu décorrélés. Et le fait d'automatiser les tâches spécifiques ou d'avoir des templates qui sont uniformisés, on a l'impression que ça n'a pas forcément un gros impact sur la culture d'innovation et sur la manière de penser et de produire pour les individus, alors qu'en réalité, ça va avoir un impact qui est relativement important. Ce qui était également relativement présent dans l'enquête menée, c'est que l'IA générative, elle agit comme un acteur
invisible. Donc, elle va être perçue, dans la continuité de ce que je vous disais précédemment, comme un support discret, davantage comme un facilitateur plutôt que comme un créateur central. Donc, en ce sens, dans la perception et dans le discours des individus, ils vont la positionner comme un support, mais pas forcément comme un point de départ de la création. Les exemples que je peux vous donner par rapport à ça, ça va être les mailbots de l'URSSAF pour filtrer et qualifier les emails. On a également cette notion de génie du mal qui va être mis en place pour pouvoir tester des projets tout en simulant des scénarios extrêmes. Donc, comment on va gagner du temps et comment on va pouvoir aller plus loin ou muscler ses idées par rapport à ça. Et si on s'intéresse à cette IA générative comme acteur invisible, on a notamment dans l'étude l'interview 5 qui nous explique que c'est une personne invisible qui simplifie notre travail, mais qui demande aussi beaucoup de supervision pour éviter les erreurs. Du coup, acteur invisible, support discret, mais qui n'est pas magique pour autant et qui va nécessiter à la fois de la supervision. Donc, on passe de la notion uniquement de faiseur pour l'être humain à une notion de superviseur qui va, en réalité, et de manière induite dans ce verbatim-là, nécessiter une réorganisation de nos manières de travailler et de produire les actions que l'on a à mener. Les bénéfices perçus autour de l'IA générative dans les manières de travailler au sein des questions d'innovation est quelque chose qui était également à l'époque très présent dans les discours, notamment à travers 3 grandes catégories. La première, et qui est aussi liée à l'automatisation des tâches répétitives, va être la notion d'efficacité. Comment on peut gagner du temps et simplifier des tâches complexes grâce à l'IA générative. Comment ça permet aussi d'avoir une créativité augmentée, donc comment on explore de nouvelles idées via, par exemple, le croisement des données, ce qui permet de simplifier la complexité de la pensée humaine et des manières, en fait, de penser la créativité, notamment l'idéation pour créer des pistes, générer des pistes créatives. Et enfin, la notion de rationalisation, donc comment ça permet, d'après les personnes interrogées, une meilleure structuration des processus métiers. Donc, à chaque fois, ce qui va être intéressant ici, c'est que cet outil, en fait, il va être très structurant dans la manière de générer, de penser les idées et même de structurer une démarche de réflexion créative lorsque l'on est au début d'un projet ou plus au milieu d'un projet pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et en ce sens, l'IA générative, notamment pour l'interview 2, va être perçue comme un amplificateur de performance. Elle permet d'aller plus loin et tout seul. Ce plus loin et tout seul nous renvoie à 2 dynamiques, à la fois celui du culte de la performance théorisé notamment par le sociologue Alain Ehrenberg, mais également ça va nous permettre de questionner cette intelligence collective qui va être prônée dans les démarches d'innovation. Et ça, on va le voir de différentes manières. Et bien, l'IA générative, même si elle permet d'aller plus loin et plus rapidement, et ben, elle va isoler dans une certaine mesure les acteurs parce qu'elle va permettre à des individus de faire tout seuls un certain nombre de tâches et d'activités de ce processus d'innovation qui sont initialement pensées dans une démarche collective et d'équipe. Dans cette étude, je me suis également intéressée à tous les mots et les représentations qui étaient associés à ces IA génératives pour voir, au-delà de l'usage et des pratiques déclarées par les répondants, essayer de monter un petit peu plus, de prendre, on va dire, un peu plus de hauteur par rapport à ces éléments-là, en se disant, bah, eux, comment ils le définissent et qu'est-ce que ça veut dire sur la place qu'ils vont donner à ces outils dans leur quotidien professionnel. Et ça nous renvoie à la première matrice que je vous ai présentée autour du degré d'incarnation. Et ben, on se rend compte que ça va être un catalyseur d'innovation, que ça va être associé également à une pensée magique. Et ce mot pensée magique est revenu
plusieurs reprises dans les discours des personnes interrogées. Et la pensée magique, c'est un petit peu dangereux parce que c'est quelque chose qui va sembler de fait magique, qu'on ne va pas forcément être en capacité d'expliquer rationnellement ou de manière pragmatique dans sa manière de fonctionner et de produire du contenu et qui va induire des attentes exagérées vis-à-vis des capacités réelles de ces IA génératives. Et enfin, il y a quelque chose qui revenait déjà il y a un peu plus d'1 an de manière récurrente, c'est sur l'uniformisation des idées. Et du coup, et c'est un petit peu tout le paradoxe de l'utilisation de l'IA générative en contexte d'innovation, c'est qu'on s'en sert pour challenger, booster ces idées, notamment en phase d'innovation. Mais paradoxalement, est-ce qu'on peut vraiment produire des idées qui vont être rupturistes alors qu'on est sur des modèles pré-entraînés qui sont davantage associés à une standardisation des idées, notamment à l'époque autour d'utilisation d'interfaces sous licence gratuite qui n'amenaient pas forcément, on va dire, de la disruption ou des choses qui vont être nouvelles. Donc, on va avoir l'illusion de la nouveauté qui, en réalité, va s'inscrire sur quelque chose qui va être, on va dire, très convenu ou attendu dans l'innovation. À ce sujet-là, l'interview 10 nous explique, on attend de l'IA générative qu'elle fasse tout, mais ce n'est qu'un outil. Il faut lui apprendre à bien répondre. Donc, au-delà d'apprendre à maîtriser cet outil-là, l'idée, c'est de se dire comment on contourne ce que j'appelle, moi, l'effet ChatGPT, où on va avoir des réponses qui semblent pertinentes, qui sont séduisantes, mais qui, en réalité, conduisent à une uniformisation des idées et à des standards créatifs qui sont davantage en dessous des exigences que l'on pouvait avoir avant sans IA. Je fais une petite digression à ce sujet-là. Au sein de l'école de design où je suis enseignant-chercheur, je pilote toutes les méthodologies de recherche créative des mémoires de recherche qui conduisent jusqu'au projet de diplôme de mes étudiants en design. Et pour certains d'entre vous, vous avez croisé il y a une dizaine de jours Joris, un de mes étudiants. Et bien là, j'ai dû mettre en place toute une nouvelle méthode de recherche créative pour les obliger et les contraindre à se détacher de l'IA générative et surtout à ce qu'elle n'ait plus d'intérêt dans leur démarche scientifique. Pourquoi? Parce que nous, dans notre 3e partie de mémoire, on doit transformer tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a observé et tout ce que les gens nous ont dit autour de pistes de préconception qui sont en réalité une analyse stratégique du sujet étudié à transformer en potentiel d'innovation et où le design va apporter une réponse dans le projet de diplôme. L'année dernière, c'était une catastrophe. Tous les étudiants ont demandé à Gemini, ChatGPT, Claude ou Poe de leur pondre, à partir de leur travail de recherche, des fameuses pistes créatives. Les fameuses pistes créatives, on a 100 étudiants en 5e année. Quel que soit leur travail, la qualité de ce dernier et le sujet, à chaque fois, en piste créative, ils avaient un label, un kit et une campagne de sensibilisation. Bien évidemment qu'on ne fait pas tout ce travail pour avoir ça et qu'on n'a pas besoin de l'IA pour avoir des poncifs et ouvrir des portes qui sont déjà très grandes ouvertes. Donc là, l'idée, c'est de se dire, comment on repart sur des méthodologies plus créatives, sur du papier, pas du tout sur l'ordi, et on va remettre de la complexité théorique pour qu'au final, l'IA ne soit pas en capacité ou que mes étudiants ne soient pas en capacité de prompter correctement pour atteindre la bonne réponse. Donc du coup, on est obligé de lutter contre cette pensée magique et cette uniformisation des idées parce que force est de constater, c'est très fort pour les Master 2, mais également pour les autres années, qu'en fait, on a une perte de crédibilité et de niveau intellectuel autour des pistes créatives qui sont générées. Digression faite, on peut revenir dans le cœur de notre sujet autour des freins observés à travers ce que les acteurs ont pu me raconter lors des interviews. Donc, il y a des freins qui vont être de 3 ordres. Le premier grand ordre, ça va être des freins culturels qui sont relativement classiques à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle technologie qui va
introduire de nouveaux outils dans le quotidien des individus et donc de nouveaux usages et de l'apprentissage de ces derniers, où cette résistance au changement, elle va être notamment perçue comme une perte potentielle de contrôle des individus par rapport à la fois à leur action à mener, mais également par rapport à l'expertise qu'ils vont avoir dans leur quotidien professionnel. Ensuite, on a des freins qui sont également d'ordre éthique, autour notamment de la confidentialité et de la souveraineté technologique. Donc, comment, au-delà de s'en servir, on met en place une infrastructure technique et technologique qui permet de capitaliser sur les objectifs perçus au réel de ces outils-là, tout en assurant confidentialité et souveraineté technologique dans des secteurs qui peuvent être très confidentiels et où la data et donc les données vont avoir une valeur qu'il va falloir conserver. Et enfin, des freins d'ordre technique autour du principe même de ce que peut générer ces IA génératives, notamment autour des hallucinations. Donc, comment des outils qui sont programmés pour nous répondre vont nous proposer un contenu qui semble clair, cohérent et donc, entre guillemets, vrai, mais qui va être faux. Donc, où est la responsabilité des collaborateurs qui s'en servent si l'outil hallucine. Et enfin, on a observé, et ça c'est hyper intéressant aussi, sur les différences que ça va induire en termes de capacité à intégrer ces outils et de ce qu'il va en sortir dans le quotidien des professionnels interrogés, autour de la limite notamment des images et des vidéos qui sont soit compliquées techniquement à maîtriser et qui nécessitent à la fois un capital technologique, mais également des connaissances dans l'univers de la vidéo ou des images qui vont être pertinentes pour ne pas avoir un style esthétique qui va être IA centré, qui de fait, et ça je vous présenterai en fin d'intervention, notamment dans le livre blanc en design, qui va induire en fait des différences de capitaux technologiques et créer de nouveaux clivages dans les organisations. Si maintenant on monte un petit peu en analyse et qu'on s'intéresse aux tensions anthropologiques et éthiques autour de ces éléments-là, là je vous présente les points qui me semblent structurants à garder à l'esprit et qui sont davantage développés dans la partie écrite du rapport. Le premier point, c'est qu'on est sur une forte redéfinition de la créativité humaine. Et la question auquel je n'ai pas encore forcément la réponse aujourd'hui, je ne sais même pas s'il faut avoir une réponse au-delà de se questionner à chaque fois sur ce que l'on est en train de produire et comment ça redéfinit ou non notre propre créativité, c'est est-ce que, en définitive, l'IA générative, elle standardise ou elle enrichit notre créativité? Toutes les personnes interrogées ne sont pas d'accord sur cette question-là. En pratique, lorsque l'on va observer les processus créatifs, on se rend compte que c'est nuancé et que ça va être variable, notamment en fonction du capital technologique, du niveau d'expertise sur la pratique de l'individu, mais que, au final, ça peut amener quand même quelque chose qui va être contre-intuitif par rapport aux intentions initiales de l'auteur, de l'humain, par rapport au sein de sa démarche créative. Et l'autre question, c'est de se dire comment on parvient à préserver la diversité des idées dans un monde qui va être modélisé, dominé par les modèles IA. Donc, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humain? Comment l'humain appuie ou non ensuite sa créativité sur des contenus générés par IA sans s'en rendre compte? C'est un petit peu un cercle sans fin, le serpent qui se mord la queue, et pour le coup, ça pose des questions philosophiques plus profondes sur est-ce que la créativité humaine va pouvoir continuer à exister dans un monde où l'IA générative, même si on s'en sert comme substitut ou comme assistant au début, par effet boule de neige, va être de plus en plus omniprésente dans les réflexions humaines. L'interview 1 à ce sujet nous dit « L'IA générative nous donne des idées, mais ce sont toujours les mêmes. Où est l'originalité humaine ?» Et déjà, quand on se rend compte que c'est toujours les mêmes idées, c'est déjà bon signe, parce que soit on va apprendre à s'en servir différemment, soit justement on va moins s'en servir, ou on va repenser nos processus et nos outils créatifs.
L'étude rend également compte de la transformation des relations sociales. Donc là, un outil va venir bousculer, foutre le bordel, réorganiser les rapports entre les humains. Pourquoi? À la fois parce que l'IA générative, ça va être un médiateur entre les humains, mais également cette personne ou cette entité invisible qui va venir bousculer ou repenser la manière de travailler ensemble. Et là, la question qui se pose et que je vous pose par extension à ce sujet, c'est comment on parvient à maintenir un lien humain dans des collaborations qui vont être augmentées. Parce que ces collaborations augmentées, elles vont positionner à certains moments l'IA générative comme un orchestrateur des relations et des interactions entre les humains, et à des moments donnés, elles vont isoler ces humains parce que l'humain, en dialoguant avec ces entités non humaines, eh ben, n'aura plus forcément besoin d'avoir des autres ressources humaines ou d'aller voir ses collègues. À ce sujet, l'interview 7 nous explique, avec ces outils, on parle moins entre collègues, c'est bien, mais c'est aussi un risque, et c'est même peut-être tout l'inverse des intentions des démarches collaboratives en innovation. On s'aperçoit également que ça conduit à questionner l'évolution des compétences et de l'identité professionnelle. On voit l'arrivée de nouveaux métiers autour des prompt ingénieurs, des superviseurs IA ou des experts IA, mais que ce soit en direction artistique, que ce soit dans plein de domaines différents. Et ça va amener des tensions liées notamment à la revalorisation ou à la dévalorisation des compétences humaines. Ce qu'on a pu observer sur le terrain, c'est que ça va se jouer à, on va dire, 3 niveaux. Le premier niveau, ça va être en fonction du niveau de seniorité d'une personne dans une organisation. Entre les juniors et les seniors, et notamment les juniors vont être relativement ou peuvent être relativement impactés parce qu'un ensemble de leurs tâches qui vont être demandées vont être celles qui vont être le plus utilisées et valorisées par les collaborateurs. Donc là, ça va être en fonction de l'ancienneté et du moment où on en est dans sa carrière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et qui n'est pas corrélé au cycle de vie de l'individu, ça va être le niveau d'expertise. Ce que l'on observe, c'est que plus un individu va être expert dans son domaine d'activité sans IA, plus il va être en capacité d'augmenter encore cette expertise pour pouvoir aller plus loin, plus vite et différemment. À l'inverse, des individus qui étaient relativement dans la norme ou moyens dans leur expertise vont moins avoir des réflexes ou vont moins être outillés intellectuellement et professionnellement pour pouvoir s'en servir à bon escient et aller plus loin, et vont s'ancrer dans une sorte de moyennisation de leur expertise. Et enfin, on va avoir ce que je vous disais précédemment, tout ce qui va être associé au capital technologique, donc la capacité des individus à intégrer ces outils, à les comprendre, à les intégrer dans leur pratique professionnelle et surtout à s'en servir avec un certain niveau d'expertise qui va permettre, en fonction du moment de leur carrière professionnelle dans laquelle ils sont et de leur niveau d'expertise initiaux dans leur quotidien professionnel, et augmenter encore plus. Donc, on se rend compte qu'on va avoir 3 niveaux, 3 contraintes ou 3 opportunités différentes qui vont venir se combiner entre elles en fonction de la catégorie socio-professionnelle, de l'organisation, de la structuration du poste, qui va amener des fragilités potentielles pour un ensemble de collaborateurs et qui va questionner in fine et en filigrane la revalorisation ou la dévalorisation des compétences humaines et donc des compétences métiers. Enjeux anthropologiques et éthiques transversales également autour de la souveraineté technologique et culturelle. Ça, c'est quelque chose qui est aussi revenu de manière relativement forte et transversale dans les interviews menées, notamment autour des interrogations, des questionnements et des craintes que les acteurs interrogés avaient, autour de la dépendance des organisations européennes aux outils hébergés par les géants de la tech,
notamment les USA et la Chine. On va avoir également tout ce qui va être lié aux enjeux du RGPD et des données sensibles dans un contexte de cloud qui va être non souverain et qui amène certaines organisations à développer et même à mutualiser ce type d'infrastructure technologique. Et l'idée et la question qu'il y a derrière, c'est de se dire comment on peut garantir que ces innovations générées par l'IA générative, elles respectent bien les identités culturelles et qui vont être locales à travers tout l'invisible de la tech qui va être hautement structurant, à la fois à travers les bases de données sur lesquelles on s'appuie, sur où est-ce que vont nos data, comment on anonymise et surtout comment certaines visions du monde et certaines visions politiques, par extension et de manière indirecte, vont également avoir un impact sur la manière que l'on a de percevoir les sorties et les contenus qui vont être générés par ces IA. En ce sens, l'interview 6 nous dit qu'on utilise des outils américains, mais on ne sait pas vraiment où vont nous donner. C'est un vrai problème pour la confiance. Et ce qui était intéressant, c'est que tout ce qui est lié à cette question de la souveraineté technologique et culturelle, c'était aussi un élément explicatif parfois de la non-intégration de manière globale de ces outils au sein des organisations parce que ça nécessite des questions et des choix qui vont être politiques, qui ne sont pas aisés à faire. Il y a un autre enjeu qui ressort de cette étude qui va être autour de l'équité et des biais algorithmiques, un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais précédemment, avec deux niveaux de réflexion et de risques potentiels. Le premier, ça va être autour des biais, notamment présents dans les modèles d'IA génératifs qui peuvent renforcer des stéréotypes ou des exclusions. Donc là, pour corroborer ces propos, on a un certain nombre d'études qui expliquent à partir des bases de données sur lesquelles s'appuient les contenus qui vont être générés, où on va reproduire un ensemble de biais et de stéréotypes qui sont déjà bien présents dans nos sociétés. Et puis, surtout, ça va avoir un impact sur les décisions organisationnelles parce que ces outils influencent ce que les humains vont finir par penser et ce qu'ils vont dire, d'où l'intérêt à la fois de la supervision humaine, mais également de la prise en considération et du contournement de ces biais-là. À ce sujet, et très justement, l'interview 8 nous explique que l'IA est biaisée par nature car elle apprend des humains. Il faut absolument valider les résultats avant de les utiliser. Petite nuance à ce qui vient d'être dit, oui, c'est bien d'en avoir conscience, mais ce qui est compliqué, c'est de se dire que vu que nous, en tant qu'êtres humains, on est infusé de biais, on va avoir des biais de confirmation à travers les biais qui vont être générés et qui ne vont pas forcément être identifiés en tant que tels. Pour revenir sur un point que j'ai déjà abordé, mais sur lequel je reviens, parce qu'il était omniprésent, hyper structurant dans les interviews que j'ai pu mener, c'est autour de l'uniformisation des idées et de la créativité. Donc, dans la continuité de ce que je vous disais précédemment, on va avoir des modèles d'IA génératifs qui vont être entraînés sur des bases de données globales qui vont tendre à produire des réponses qui vont être homogènes. Et du coup, si on resserre davantage sur notre sujet qui est celui de l'innovation, il y a un risque qui est fort, c'est celui de la convergence des innovations vers des standards universels au détriment de la singularité culturelle, et même pour aller plus loin, de la disruption et de la radicalité dans l'innovation, dans un moment de société où pour répondre au plancher social et aux limites planétaires, on a une injonction à produire des idées et donc de l'innovation qui sont structurellement différentes. Or, ces modèles d'IA générative sur lesquels on s'appuie dès le début du processus d'idéation tendent à produire le contraire. On a un questionnement aussi autour de la redistribution des responsabilités dans un contexte où l'IA, de manière visible, invisible, induite ou frontale, va prendre de plus en plus de place dans les processus d'innovation. La question qu'on se pose, c'est qui est responsable si une décision prise grâce à l'IA générative se révèle erronée et nous renvoie vers le principe d'hallucination que l'on a vu précédemment. On peut également se poser la question sur comment l'IA générative va-t-elle avoir une incidence sur les processus de décision
de manière implicite ou explicite. Ce que j'ai pu relever, ce qui m'a le plus étonné, notamment dans cette étude-là, c'est qu'on avait, j'ai pu interroger des individus qui me disaient peut s'en servir, ne pas comprendre comment ça fonctionnait, ne pas avoir été formé, mais par ailleurs, s'appuyer sur cette même IA générative pour prendre des décisions managériales ou stratégiques importantes. Donc là, vous voyez vraiment un écart, une dissonance dans le discours entre la capacité réelle de cet individu à l'utiliser par rapport à son utilisation pour des tâches relativement importantes et stratégiques. Donc, si on a un individu dans une étude auprès d'un panel de répondants de 15 personnes qui nous le dit de manière très naturelle, on peut émettre l'hypothèse a posteriori que c'est une pratique qui va être éminemment répandue et donc potentiellement dangereuse à une échelle plus grande des organisations et notamment des divisions innovation. On a un sujet également crucial et primordial autour de l'empreinte écologique de l'IA générative. C'est très gourmand en énergie, en eau, et en plus, ce n'est pas forcément très OK d'un point de vue éthique par rapport au respect des conditions de travail, notamment de ceux qu'on appelle les travailleurs du clic à Madagascar et dans certains pays d'Afrique qui vont être entraînés, eux, pour s'assurer que les contenus générés par IA vont être en cohérence en fonction des attentes des utilisateurs, mais également en fonction des visions du monde des personnes qui vont proposer ces mêmes interfaces. Donc, on va avoir toute cette partie invisible de l'IA qui met encore plus à distance l'impact de nos outils, de nos infrastructures sur les conditions de travail des individus et sur l'impact environnemental. La question qui se pose derrière, c'est comment, c'est notamment lorsqu'on va générer des images ou des vidéos, et ben, en fait, quand est-ce qu'on en a réellement besoin, quand c'est pertinent de l'utiliser, quand est-ce que c'est un usage seulement récréatif qui vont avoir un impact très fort sur les ressources énergétiques, et ça conduit peut-être chaque personne, chaque utilisateur et de manière plus générale, chaque manager à se poser la question, donc comment on aligne l'innovation avec des objectifs de numérique responsable, qui n'est pas forcément l'objet de cette étude, mais qui doit être questionné sur la place et sur le degré d'incarnation qu'on donne à ces outils. On va également avoir tout un enjeu autour des tensions entre innovation et acceptation sociale. Ce qu'on a pu relever et observer, ça va être à la fois une méfiance des collaborateurs face à l'IA générative, qui va être à la fois perçue comme une menace pour leur emploi et les compétences, au-delà des bénéfices perçus qui ont également été identifiés. Et ça engendre, et avec une prise de conscience relativement massive auprès des répondants, de mettre en place des processus d'acculturation et de communication interne pour pouvoir surmonter ces résistances. Une fois qu'on a un petit peu listé tout ce que l'on avait observé de bien, de moins bien, et de tout ce que ça induisait dans l'innovation, et qu'on a fait un petit dézoomage autour des tensions anthropologiques et éthiques, et ben, une manière de réatterrir et de rendre plus concret tous ces résultats, c'est à travers l'établissement des ethnotypes autour du degré d'adoption de l'IAGène dans leur pratique professionnelle ou dans leur organisation. Donc, comme je vous le disais en introduction, un ethnotype, ça va être une manière de représenter par des profils types socioculturels des manières de faire qui vont mixer des usages réels avec des imaginaires. Donc, vous allez avoir des idéotypes sociologiques qui vont être moins incarnés que le persona un petit peu plus classique, mais qui vont être, d'après mes travaux de recherche, plus justes d'un point de vue sociologique, si ensuite vous voulez reproduire ces études d'un point de vue qualitatif ou quantitatif. Un petit peu comme la première matrice que je vous ai montrée autour du degré d'incarnation, l'idée de ces ethnotypes, c'est de les faire apparaître à travers deux grandes tensions structurantes où ces tensions viennent synthétiser l'ensemble des discours ou de ce que j'ai pu comprendre des personnes interrogées sur le terrain, avec une première tension entre ceux qui veulent aller vers du tout automatique et de la full automatisation, par rapport à ceux qui veulent appuyer
l'innovation autour de la valeur humaine et donc se détacher au maximum de ces IA génératives. Et de l'autre côté, avec ceux qui vont être force de proposition et qui vont vouloir transformer leur organisation grâce et par l'IA générative, et les autres, à l'inverse, qui vont freiner des cas de fer et qui vont se positionner face à une résistance au changement relativement forte. Et à l'intersection de ces axes, on va avoir 4 profils qui ressortent, les pragmatiques calculateurs, les visionnaires expérimentateurs, les opportunistes stratégiques et les conservateurs modérés. Maintenant, si on rentre un petit peu plus en détail dans les critères structurants de ces différents ethnotypes, donc là, une fois de plus, de manière relativement synthétique, vous aurez tout le loisir dans le rapport de les découvrir plus en détail. Si on commence par le visionnaire expérimentateur, on se rend compte que c'est des individus qui vont avoir une volonté proactive d'explorer l'IA générative, même s'ils n'ont pas forcément une très grande maturité ou connaissance technologique de ces outils-là. Eux, ils vont adopter une démarche expérimentale et ils vont intégrer l'IA générative dans plein de projets de différentes natures, marketing ou technologiques, pour essayer d'anticiper les demandes futures à la fois du marché, mais également des collaborateurs par rapport à ça. Ces visionnaires expérimentateurs, si on rentre un petit peu plus dans le détail, au-delà d'être proactifs, ils vont également être curieux. Ils vont percevoir l'IA générative comme un catalyseur d'innovation et ils vont essayer d'explorer de nouvelles approches, de nouvelles manières de les utiliser dans leur quotidien professionnel. Eux, ils vont avoir ce qu'on appelle une posture prométhéenne. Pour eux, la machine, c'est un levier de pouvoir et de création sans fin et c'est peut-être même la solution pour faire rimer continuité de la croissance par rapport aux enjeux de la transition socio-éco-environnementale. Je vous ai mis les mots-clés associés. Donc, pour eux, c'est vraiment déclencheur d'idées, catalyseur, amplification de performance. Si maintenant on s'intéresse aux pragmatiques calculateurs, eux, ils vont être davantage stratèges sur leur manière d'intégrer l'IA à des fins d'amélioration de la productivité ou alors pour répondre à des besoins spécifiques. À l'inverse des précédents qui vont être sur une vision très holistique de l'innovation à l'ère de l'IA générative, eux, ils vont se focaliser sur des usages concrets et mesurable et l'inscrire par extension dans une vision plus large, mais dans un second temps. Eux, ils vont être davantage freinés par des contraintes organisationnelles ou des coûts d'intégration élevés qui vont faire d'eux ces fameux stratèges. Donc, eux, si on va un petit peu plus loin, ils favorisent des usages concrets et mesurables. Ils vont optimiser des processus, mais ils ne vont pas pour autant révolutionner leurs pratiques à l'inverse de la première catégorie de personnes. Et pour eux, en fait, l'IA générative va davantage être perçue comme un partenaire, mais jamais comme un substitut complet. Et l'idée, c'est vraiment de protéger le jugement humain dans les processus d'innovation. Les mots associés, on va être automatisation avancée, outils d'assistance, réduction des charges cognitives. Donc là, on essaye d'être stratège, on prend le positif, ce qui va amener du plus, mais par contre, on est quand même relativement méfiant et questionnant par rapport aux impacts plus globaux de l'IA générative. Enfin, et troisième ethnotype, on a les opportunistes stratégiques. Donc là, c'est des acteurs qui vont positionner l'IA générative avant tout comme un effet de mode, un outil marketing et un levier pour obtenir des budgets d'innovation. Et c'est pour ça que ce sont des opportunistes. Pour eux, ils n'hésitent pas par ailleurs à utiliser l'IA générative, même pour des usages symboliques, tant que ça sert leur image et que ça crédibilise leur démarche auprès des clients et des partenaires. Pour eux, l'IA générative, c'est avant tout un outil de valorisation externe. Ils vont s'en servir dans des logiques de démonstration pour séduire et impressionner les autres. Eux, ils considèrent que certaines pratiques ne peuvent pas être automatisées sans perdre leur essence humaine. Donc, on est sur des effets d'annonce, mais de l'autre côté, on va s'intéresser à ce qui ne peut pas être changé par l'IA. Et mince, donc... Pardon, je suis désolée. Hop, je suis obligée de me reconnecter.
Sinon, ça ne veut plus et je ne sais pas pourquoi. On va y arriver. Voilà, hop. Dernier ethnotype, les conservateurs modérés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces profils un petit peu de résistants au changement, dans l'étude que j'ai menée pour vous et donc pour Innovacteur, ils vont pas être très représentés dans les 15 personnes interrogées ou même dans la consultation qu'on a fait avec Bluenub. À l'inverse, dans d'autres études, sur d'autres secteurs d'activité, cette résistance au changement et ces profils plus conservateurs vont être beaucoup plus présents, notamment lorsqu'on a réalisé une étude pour l'Ordre des experts comptables de Bretagne, où là, les profils de conservateurs beaucoup plus radicaux que modérés étaient beaucoup plus surreprésentés que ceux dans les divisions innovation, qui de fait vont être des personnes qui vont être plus ouverts à la nouveauté que d'autres. Donc, ces conservateurs modérés, eux, leur priorité va être d'éviter les risques liés à la confidentialité, à l'impact sur l'emploi ou à la dépendance technologique. Pour eux, s'ils adoptent l'outil, il faut vraiment que ce soit éprouvé et que ce soit en cohérence avec leurs valeurs et leurs besoins éthiques. Sur ces profils-là, si on va un petit peu plus loin, ils sont très méfiants vis-à-vis de l'IA générative. Leurs usages vont être limités et dans des cadres qui vont être très contrôlés. Ils ont peur et ils craignent des impacts négatifs sur la créativité ou les compétences humaines. Et pour eux, en fait, ils prônent l'authenticité humaine versus, en quelque sorte, la déshumanisation du métier qui pourrait être induite par l'IA générative. Et c'est davantage ces profils qui vont associer l'IA générative à des notions comme celle de la pensée magique, l'encadrement éthique ou encore l'uniformisation des idées. Si on synthétise un petit peu ces 4 ethnotypes qui vont avoir des visions et des manières de mettre en place l'IA générative de manière différente, on peut dire qu'on va avoir 4 approches principales, celle de l'exploration proactive, de l'optimisation et des gains immédiats, des usages encadrés et de la valorisation externe, qui va donner lieu à des usages spécifiques autour de la génération d'idées ou le prototypage pour les visionnaires expérimentateurs, de l'automatisation et de la structuration des process ou des documents pour les pragmatiques calculateurs, de la documentation et de la validation humaine pour les conservateurs modérés, et enfin des présentations et des démonstrations symboliques pour les opportunistes stratégiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces approches et ces usages qui vont être spécifiques en fonction des profils d'ethnotypes qu'on a pu identifier, elles vont donner lieu à un ensemble de tensions que l'on a déjà pu observer dans le cadre de cette étude, autour de la dépendance technologique et des peurs associées, autour du manque de vision stratégique réelle ou perçue à terme par les acteurs, autour de la méfiance et de la crainte de la déshumanisation, et également autour de la surutilisation par le marketing ou en tant qu'objet marketing de ces IA génératives. Ce qui va me permettre, dans les minutes qui me restent, de m'intéresser au design de l'innovation en tant que telle et ensuite d'ouvrir sur le livre blanc que j'ai pu réaliser. Donc, principes et recommandations, quelles sont les bonnes pratiques ou les éléments à garder à l'esprit pour pouvoir questionner les différentes mises en place et les manières de le faire de l'IA générative dans les organisations. Le premier principe, et qui est relativement structurant pour les autres, c'est comment on pense en termes de complémentarité humain-IA générative. Donc, comment, à travers tout ce que l'on a pu comprendre du discours et des pratiques des personnes interrogées, positionner l'IA générative comme un amplificateur et non pas comme un substitut. On favorise les processus collaboratifs où l'IA générative soutient la créativité humaine sans la remplacer. Donc, peut-être être dans une logique toujours collective et non pas substituer trop d'ateliers ou trop d'étapes à une action individuelle ou humain-machine. Ensuite, le deuxième principe, ça va être autour de la pluralité culturelle. Donc, comment on entraîne et on intègre dans les bases de données et les bases d'entraînement des données locales et représentatives pour éviter une homogénéisation des productions. Comment également on sensibilise les équipes à l'importance de la diversité dans les contenus générés. Autant c'est important pour tous les secteurs d'activité, autant c'est primordial
du moment où on est dans des métiers liés à l'innovation et à la création. Le principe 3, c'est autour de la gouvernance éthique. Comment on élabore des chartes éthiques pour encadrer les usages de l'IA générative et comment on instaure également une validation humaine systématique pour limiter les biais et éviter les dérives. Donc, ça nécessite à la fois un travail en amont, donc comment on met en place même une charte très simple qui permet de donner un cadre qui est rassurant pour les individus et une visibilité par rapport à ces outils-là qui amènent comme on l'a vu, pensée magique, crainte du remplacement, etc. Et comment ça amène de nouveaux process de vérification au sein des projets même autour de cette vérification humaine. Principe 4, comment on remet ça dans une logique d'innovation durable? Comment on privilégie des modèles d'IA plus légers et des infrastructures énergétiquement responsables dès à présent pour essayer de limiter la casse par ailleurs, et comment on réduit l'impact environnemental des outils, par exemple en mutualisant un certain nombre de ressources et même en allant plus loin, en choisissant les cas d'usage qui sont pertinents, à quel moment on se dit que si on s'en sert, on va avoir une plus-value qui va être importante et significative, et comment à certains moments, peut-être que utiliser l'IA générative, c'est une fausse bonne idée, ça nous fait perdre plus de temps que d'en gagner, et comment, en fait, au final, les contenus générés appauvrissent pas la qualité des contenus générés par ailleurs par les humains. Ça amène également à repenser les outils d'innovation augmentée, donc notamment autour de plateformes collaboratives qui intègrent l'IA générative pour stimuler l'idéation et la co-construction. C'est des choses que l'on commence à voir apparaître, ou comment on propose des interfaces ou des sites qui vont venir proposer des prompt tech d'outils de prompt, de manière de s'en servir et de manière de l'intégrer dans des ateliers, par exemple. Comment on introduit également des espaces protégés, entre guillemets, pour tester des solutions sans contrainte de performance immédiate. Donc, comment on va avoir des bacs à sable qui vont permettre de tester entre l'espoir et ce qu'on va projeter dans l'IA et la réalité de ce qui va être produit par ailleurs. Comment on favorise également l'open innovation augmentée, c'est-à-dire d'encourager les collaborateurs à travailler de manière transversale entre équipes internes, mais également entre partenaires externes. Donc, comment on ouvre encore plus les démarches d'innovation et comment on utilise l'IA générative pour connecter des silos organisationnels et non pas pour refermer et repositionner les individus dans une réflexion qui va être individuelle et qui va être facilitée malheureusement par l'utilisation de l'IA générative. Si maintenant on essaye de synthétiser tout ça en étapes clés pour un design éthique et durable, la première étape, c'est d'explorer localement pour identifier les besoins réels. Concrètement, et ce que l'on a vu dans cette étude, c'est que les organisations où ça fonctionnait bien, c'est les organisations qui se sont appuyées sur les usages déjà existants, tous les petits bidouillages du quotidien des individus, où chaque personne l'utilise déjà un petit peu pour des tâches, pour améliorer son quotidien professionnel. Et c'est en capitalisant sur ces usages parfois invisibles, mais déjà réels, qu'on peut ensuite construire une démarche d'utilisation qui a du sens. Et à l'inverse, lorsqu'on va penser une politique d'innovation autour de l'IA générative qui va être pensée autour ou loin du terrain, ça n'a que moins de chances d'être accepté par les individus. Étape 2, comment on forme les collaborateurs aux usages de l'IA gène pour réduire les fractures numériques. Ça, ce que l'on voit à la fois dans cette étude, mais de manière plus générale dans les études que l'on mène, c'est que à la base, on a une fracture sociale qui est également devenue une fracture écologique dans les modes de vie et de consommation. Et là, à ces fractures-là, va venir se greffer cette fameuse fracture technologique qui va mettre des écarts entre le niveau d'expertise des individus, de seniorité, mais également leur manière d'intégrer ces outils dans leur quotidien professionnel. Donc, la formation, elle s'avère indispensable. Et étape 3, comment on intègre des critères d'éthique et de durabilité dès la conception des projets, autour du contournement des biais, autour de quand on s'en sert et quand on ne s'en sert pas,
autour des process et de la vérification humaine, ou comment on va avoir des interfaces qui ne vont pas forcément favoriser la toujours plus grande utilisation, etc., etc. Et du coup, si on synthétise un peu plus tous ces éléments, parce qu'en fait, je vous ai déjà dit beaucoup de choses, on se rend compte, et à date, hein, donc une fois de plus, un petit peu warning, parce que tous ces éléments ont été communiqués et ont été terminés il y a à peu près maintenant environ 1 an. Donc, le terrain a été fait il y a presque 1 an et demi. Les bénéfices, ça va être efficacité accrue, gain de temps, optimisation des ressources, et ça, c'est cool et c'est quelque chose d'éminemment positif. Les risques, à l'inverse, c'est, comme j'ai l'impression de vous l'avoir répété plein de fois, les effets d'uniformisation des idées, les dépendances technologiques et la réduction des compétences humaines. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'était un premier état des lieux qui est toujours juste parce qu'il s'est construit autour du discours et des pratiques des individus. Ça nécessite, par rapport aux évolutions à la fois technologiques et à la démocratisation de l'intégration dans le quotidien professionnel des individus, d'aller un petit peu plus loin. Et ce fait d'aller plus loin a donné lieu à la création d'un livre blanc qui s'appuie, et hop, je vous partage mon deuxième écran, qui s'est appuyé sur une enquête de terrain menée à grande échelle au sein de l'école de design Strat de Lyon, donc cofondateur de la chaire de recherche où je suis par ailleurs enseignant-chercheur, où on a demandé à 75 étudiants de travailler en binôme pendant 1 an, de mener des enquêtes de terrain, de mener des interviews, de réfléchir à tout ça via une démarche anthropologique en se disant, bon, bah, dans les métiers à la fois de l'enseignement et du design, et du coup, ce qui chapeaute tout ça, ça va être l'innovation créative, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Toutes ces recherches-là, ça a donné lieu par binôme à donc à peu près 35 enquêtes de terrain d'une 15aine de pages, et surtout une réponse en termes d'artefacts spéculatifs qui va être une réponse de designers à ces problématiques et à ces enjeux qu'ils ont pu identifiés sur le terrain. Tout ça a été synthétisé et consigné par mes soins dans un livre blanc qui se veut ouvert et que je vous transmettrai avec plaisir dans quelques jours. Là, pour tout vous dire, on est un petit peu en galère parce que on a mis un ISBN sur cet ouvrage qui nécessite un petit peu de temps et de manipulation sur le site internet dédié pour pouvoir avoir le numéro, le code barre et pouvoir l'intégrer au document. Et dès que c'est intégré au document, on le transfère. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, ça nous permet de faire ressortir des catégories d'analyse qui amènent plus des réflexions plus de fond et en complément de cette première photographie que j'ai pu faire avec Innovacteur. Donc là, bien évidemment, je ne vais pas tout vous présenter le document, mais par contre, vous raconter les principaux éléments d'enseignement à partir de ce sommaire, bah, ça va vous permettre, je l'espère, de mieux comprendre les enjeux un petit peu structurants qui animent aujourd'hui la question de l'IA générative, du design et de l'innovation. Sur les enseignements, en fait, on se rend compte qu'on va avoir 4 grands axes qui sont un petit peu toujours les mêmes et qui vont revenir et qui nécessitent pour chaque organisation de les questionner et de prendre aussi et de mettre en place des actions autour de l'éthique. Et ça rejoint un petit peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, quelles vont être les règles en termes de charte éthique, en termes d'utilisation et en termes de responsabilité humaine par rapport à ça. On va avoir aussi toutes les logiques d'interaction, à quel moment les humains, les collaborateurs vont interagir avec ces outils, mais également à quel moment ces humains vont interagir avec des outils, avec des humains en même temps. Créons un nouvel écosystème plus vraiment humain, mais qui est en train de devenir le quotidien des individus. Comment à la fois on apprend à s'en servir, comment on accompagne les jeunes générations à intégrer ces outils pour faire évoluer ou non les métiers, et qu'est-ce que ça nécessite
en fonction de certaines spécificités métiers sur des nouvelles compétences à acquérir. Et enfin, et dans la continuité de ce que je vous ai dit, comment cette créativité, elle est impactée et comment on doit repenser la notion de créativité dans les projets de design. Désolée, en fait, on a votre drive qui est partagé et pas votre sommaire. Oh là là, est-ce qu'on va y arriver? Alors, attendez, je vire ça comme ça. C'est compliqué aujourd'hui, mais là, on touche au but. On va y arriver. Alors, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Normalement, vous avez tout bon. De toute façon, là, vous n'avez rien loupé normalement parce que ce que je vous racontais, il n'y avait pas encore les visuels. Donc là, normalement, c'est bon. Vous voyez le bon truc, messieurs, dames. Exactement. Voilà. Donc, les 5 enjeux clés et qui ressortent de ça sur l'interprétation des résultats. Le premier, et que j'ai abordé un petit peu en filigrane dans cette présentation, c'est autour de la notion d'animisme industriel et de ce que j'ai appelé une politique des adresses. Donc, l'animisme industriel, pour rappel, c'est quoi? C'est quand on va doter d'un caractère, d'une intention et presque une autonomie qui va lui être propre, un objet qui va être non humain. Avec les IA génératives et le fait qu'avec le langage naturel, on va s'adresser à elle, va venir brouiller les frontières entre ce qui est de l'ordre de l'humain et de la machine. Et ce que l'on a pu observer dans cette étude, c'est qu'on va avoir des logiques très spécifiques et des structurations, des manières de parler, notamment des formules de politesse, avec les bonjours et les merci, et tout ce que ça va induire dans la manière que l'on va avoir de positionner ces outils dans le quotidien. Notamment le bonjour et le merci, c'est presque obligatoire et automatique pour les individus que l'on a pu interroger. Et quand on leur demande mais pourquoi dire bonjour et merci à une machine, la réponse qui revient le plus souvent, c'est on ne sait jamais. Et on ne sait jamais quoi? Si un jour, dans notre imaginaire très anxiogène et fantasmagorique de l'IA générative, si les outils viennent à se soulever, au moins, on aura été poli avec eux et on leur a apporté allégeance. Donc là, c'est intéressant en ce sens parce que ça pose une relation qui est dissymétrique avec ces outils-là. Donc là, sur toutes les politiques des adresses, vous verrez dans ce livre blanc, ça induit aussi des logiques de justification où aujourd'hui, au-delà de lui donner un prénom à ces IA génératives, lorsque l'outil va halluciner ou donner une mauvaise réponse, on va dire que l'outil est fatigué ou n'est pas en forme. Donc là, on va être sur des degrés d'incarnation qui vont être très forts. Il y a tout un autre point que j'ai appelé scriptocratie, où on va être sur un nouvel artisanat de l'écriture. Donc, à la fois, on va être sur une logique plus d'oralité autour de l'innovation et d'un autre côté, les individus, en fonction de leur capacité à gérer et à maîtriser les prompts, vont avoir des places plus ou moins stratégiques dans un projet ou dans les organisations. On a à ce sujet-là vu des individus qui, pour garder une logique de performance ou des atouts par rapport à leurs collègues, vont avoir toute une logique de tri et d'optimisation de leur prompt pour toujours être plus performants que leurs collègues. Et ensuite, ça donne lieu également à des prompts tech ou à des outils tech autour de l'IA. On a toute une notion autour du just in prompt. Donc, comment en fait cette accélération des manières de générer, de faire, d'automatiser un certain nombre de tâches répétitives, et ben, au final, ça conduit à une érosion du temps moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va plus vite, qu'on fait plus, mais que paradoxalement, on ne va pas allouer ce temps gagné à aller plus loin, à davantage réfléchir ou à prendre de la distance par rapport à ce que l'on produit, ce que l'on va proposer à ses équipes et aux clients. Et on a vraiment une tension entre accélération d'un côté et cette réflexivité et cette éthique de la création qui va diminuer. Ensuite, on a tout un point autour de ce que j'ai appelé le post-aura, autour de la valeur par la trajectoire. Et notamment, lorsqu'on est dans des logiques de création et de créativité, ce que l'on a pu observer au niveau à la fois des clients, mais également des producteurs de valeur, qu'aujourd'hui, ce qui semblait être le plus important, c'est pas ce que l'on va créer, que ce soit une idée, une image, un prototype, un artefact ou ce que vous voulez, mais ça va être la trajectoire de celle-ci. Donc, sur quoi on s'est appuyé, comment on l'a construit, à quel moment on va utiliser l'IA et quels outils, et ça va être la somme
du rendu final par rapport à toutes ces étapes de création qui vont donner de la valeur à une œuvre et à une création. Et le fait de créer en tant que tel n'a plus autant de valeur si on n'est pas en capacité de justifier de ce processus créatif. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle des effets de structure autour du pouvoir, du travail et de l'équité, qui rejoint les éléments que je vous ai présentés autour d'un capital technologique qui va faire que, de fait, les individus ne sont pas tous égaux par rapport à l'IA et ça peut même être un accélérateur d'inégalité. Une fois qu'on a dit tout ça, ce que je veux vous présenter comme ouverture et comme fin d'intervention, ce sont mes fameux artefacts étudiants qu'on peut percevoir comme des premières réponses opératoires qui ne sont pas des solutions en tant que telles. Alors, si mon réseau veut, mais qui ouvrent le champ des possibles sur des premières matérialisations de choses possibles. Alors, attendez. Et on y arrive. Alors, attendez, que je trouve. Parce que là, en plus, on a des images, donc c'est un petit peu sympa. Enfin, je l'espère. Donc, en gros, moi, j'ai repris toutes ces interprétations transversales pour faire ressortir des catégories d'analyse et une manière, en fait, de trier et de mettre ensemble les projets d'étudiants qui me semblaient pertinents. Un premier, c'est autour de la régulation par rapport à tout ce qu'on se dit et de se dire, bon, bah, comment on rend justiciables les opérations invisibles faites par l'IA. Une des premières réponses possibles, c'est autour d'un tribunal des biais. Donc, c'est de se dire comment, en fait, on prend et on organise à chaque fois que l'on mène un projet ou qu'on est sur une démarche d'innovation des temps, à la fois pour avoir une distance critique par rapport à ce que l'on produit et ce que l'on va proposer, mais également pour réfléchir à la manière dont a produit l'IA et est-ce que cette manière de produire est en cohérence avec les enjeux éthiques à la fois du projet, mais de l'organisation. Et ce tribunal des biais a été appelé Equitech par les étudiants. On a d'autres étudiants qui nous proposent et qui ont réalisé un règlement intérieur sur les intelligences émotionnelles et notamment, ils se sont intéressés à toutes les relations parasociales qui étaient induites soit par des IA généralistes quand on leur disait bonjour, merci, qu'on leur donnait un petit nom, mais également sur les IA plus spécialisées autour des relations sociales et du compagnonnage robotique en se disant, bon, bah, comment, dès la conception ou dès les chartes d'utilisation dans les organisations, on peut mettre en place des manières de l'utiliser, mais également des modes de réponse et de fonctionnement de ces IA qui vont limiter ce brouillage des frontières entre ce qui est de l'ordre de la relation à un outil à une relation avec des entités pseudo-humaines. Donc là, un projet un petit peu plus prospectif et radical qui s'est intéressé à l'IA et le risque, où là, bah, aujourd'hui, à l'échelle du monde, on a déjà chaque année plusieurs centaines de morts liées à des mauvaises utilisations de l'IA. On a par exemple des drones militaires qui parfois ont des cibles qui sont mal calculées et tuent des civils, etc., etc. Et eux, en fait, se sont intéressés aux risques minimes que l'on a dans nos quotidiens professionnels et l'ont fait par extension à des risques plus présents qui existent déjà en se disant, bon, bah, comment, sur un bracelet haptique ou de manière plus générale sur une montre connectée, eh ben, on pourrait avoir des dispositifs qui nous permettent justement de rendre visible tout ce qui va être lié à la surveillance, à des dispositifs d'IA générative, quelle que soit leur nature, qui impactent déjà notre quotidien pour les rendre visibles, pour pouvoir s'en prémunir ou pouvoir mieux agir avec eux. Un second axe qui était relativement fort autour de la réflexivité et comment on outille l'auto-observation de nos propres pratiques d'utilisation de l'IA générative sans culpabiliser pour autant l'utilisateur. Le premier, c'est une boîte à WAF. Donc, c'est un projet où c'est un petit widget qu'on intègre sur notre ordinateur et qui va en fait intercepter en quelque sorte les requêtes que l'on va faire à une IA générative et qui va nous
proposer d'autres alternatives ou nous demander si vraiment on en a besoin et peut-être qu'on n'a pas une autre manière d'aller chercher de la donnée ou de mener l'action qui va être plus pertinente. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, par exemple, plutôt que de faire une recherche, une revue de littérature sur ChatGPT, peut-être qu'aller à la bibliothèque, ça peut être cool et ça peut être utile en début de projet. On a eu également un ensemble de projets qui sont ressortis autour d'une manière de signifier visuellement l'utilisation que l'on a de l'IA au sein des projets professionnels que l'on mène au quotidien. Donc, eux, c'est tout un système de lampes où, en fonction du degré d'utilisation que l'on va avoir sur un projet, la lumière va changer de couleur. Donc, en gros, on s'en sert peu, on va être sur du vert. On commence à s'en servir, on est sur du bleu et on s'en sert beaucoup ou trop, on va être sur du rose versus du rouge. Donc là, c'est comment on fait prendre conscience dans un univers expérientiel du degré d'utilisation de l'IA. Dans cette logique-là, on a un autre projet sur des widgets compagnons branchés sur les ordinateurs, un petit peu dans la continuité de la boîte à WAF, où là, on va avoir des jauges qui vont nous permettre de rendre compte visuellement et de l'intégrer à nos outils plus bureautiques du degré, encore une fois, d'utilisation de l'IA au sein d'un projet ou d'une tâche à mener. Donc, à chaque fois, c'est de se dire, comment on rend ça compte visuellement et même comment on peut capitaliser sur les bonnes utilisations, notamment à travers un journal de prompt où on a une interface web qui permet de gérer et de trier à la fois les types d'IA, mais également comment, en fonction de l'action à mener du type d'IA, on peut avoir les bons prompts qui nous permettent d'être plus, on va dire, stratégique, d'optimiser la pratique et de limiter les allers-retours avec l'outil, qui sont énergivores, comme on l'a vu par ailleurs. Troisième point, autour de la réoratisation, donc en concordance directe avec les thématiques d'interprétation que l'on a relevées, comment on réaffirme la présence et l'impact humain par le défaut et par le temps pour essayer de limiter cette accélération face à la baisse du jugement ou de l'esprit critique. Donc là, on a par exemple un groupe d'étudiants qui m'a fait un vrai livre. Donc là, je vous ai juste mis une photo, mais en fait, ils ont vraiment maquetté le livre où eux, en se disant, pour arriver à positionner les IA génératives et le numérique de manière intelligente dans la vie des individus, si on faisait une histoire pour enfants. Comme ça, les enfants, dès leur plus jeune âge, sont habitués à intégrer à la bonne distance ces IA dans le quotidien et par extension, comme les parents vont le lire plein de fois et à plein de reprises le soir, vont également comprendre et s'acculturer à une nouvelle manière d'utiliser ces IA. Et là, en plus, au-delà de la forme qui marchait relativement bien et de l'histoire qui était bien fichue, il m'avait généré toutes les images par IA en réussissant à avoir une cohérence visuelle entre toutes les images, autant sur le fond, sur la forme, c'était cool. On a un autre projet un petit peu plus critique qui s'appelle Scripta AI et qui, lui, en fait, ramenait de l'erreur, où à chaque fois qu'on faisait une demande à l'IA de génération, notamment de contenu, on avait une sorte de petite imprimante qui allait imprimer de manière relativement longue notre demande. Et en fait, on réintroduisait la notion d'erreur, de typex, etc. pour introduire quelque chose un petit peu d'irréversible et de retravail de l'humain à travers cette full génération très rapide qui nous amène à ne plus du tout questionner la réalité de nos usages. Et enfin, dernier point, autour de cet esprit critique et comment on arrive à ramener de la distance et de la réflexion autour de l'impact de l'IA générative dans l'utilisation autour des enjeux créatifs. Donc, comment, en fait, on apprivoise cette IA pour pouvoir mieux la maîtriser. Donc, on a un groupe qui a imaginé un jeu de cartes qui s'appelle Sous condition et qui est inspiré des jeux de cartes Tu préfères, en mettant à chaque fois des contraintes et des injonctions à chaque étape d'un projet qui va obliger les individus à prendre du temps, à faire différemment et à se poser des questions, et notamment en équipe. On avait un autre projet qui était autour des problèmes d'alignement. Les alignements, c'est quoi? C'est quand on pose une question à une IA, elle doit prendre un chemin tracé pour pouvoir nous répondre.
Or, l'IA n'est pas toujours très alignée et va souvent délibérément mentir et prendre un autre chemin pour avoir la bonne réponse. Spontanément, on se dit, bah, c'est pas grave tant qu'on a une bonne réponse, mais ça peut prendre des proportions plus importantes en fonction de la confidentialité des données et de l'éthique même de la donnée sur lesquelles elle s'appuie et donc sur la qualité du contenu qu'il va générer. Donc, eux, ils se sont intéressés à ce degré d'alignement en proposant Aristote qui permet deux choses, qui permet à la fois de regarder en temps réel où l'IA va chercher et va se connecter pour voir si son chemin est cohérent avec notre éthique et notre objectif, mais aussi elle nous permet de choisir le degré d'alignement. Les études techniques montrent que plus le degré d'alignement est fort, moins la capacité technique de l'outil et donc la qualité de réponse va être importante, mais là, elle permet de jauger et de choisir en fonction de critères éthiques et en termes de performance, de qualité du contenu, où est-ce qu'on se positionne. On a un autre projet qui s'appelle Decode IA et qui là propose un petit peu un kit hybride pour pouvoir accompagner les individus à mieux naviguer dans ce monde obscur de l'IA, à la fois pour détecter les biais, pour arriver à générer des images et à identifier celles qui sont générées par IA, etc. Donc, comment on remet de la matérialité et de l'hybridité dans la manière de concevoir les idées. Et moi, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous ai dit beaucoup de choses, parfois de manière un petit peu rapide, et je m'en excuse. J'ai partagé avec vous tous les éléments qui me semblaient intéressants à date pour pouvoir à la fois saisir les principaux enjeux autour de l'étude que j'ai pu réaliser pour Innovactor et qu'est-ce que ça a induit, ce que ça a introduit en termes de réflexion nouvelle autour du livre blanc. Et je vous remercie pour votre écoute. Un grand merci, Fanny. Je vais pas du coup prendre plus de temps parce que ça sera, enfin, juste le temps de te remercier et de dire que l'étude est disponible sur la plateforme des adhérents Innovactor et qu'on en a fait aussi des formats vidéo, podcast pour essayer de découper parce qu'il y a énormément de choses et faciliter encore, renforcer encore l'accessibilité. Donc voilà, juste un immense merci, c'était passionnant et je laisse sur le temps qui reste, si vous avez des questions, profitez-en pour vous adresser directement à Fanny. Question de Martin, je crois. Oui, merci Fanny, c'était bien sûr passionnant et très riche. J'ai envie d'avoir ton avis, puisque pour revenir à l'étude qu'on avait réalisée un an, tu te souviens, on avait structuré beaucoup l'étude par le processus d'innovation. On s'était dit, on va découper le processus problématisation, idéation, sélection des projets ou des idées, test, déploiement, et on va regarder comment l'IA pourrait, selon les gens qu'on interroge, impacter chacune de ces phases. Qui est un autre prisme, finalement, par rapport à tous ceux que tu as décrits ici. Est-ce que tu penses que ça reste pertinent? C'est-à-dire que pour la communauté Innovactor et les responsables d'innovation, suivre l'impact de l'IA sur le processus de l'innovation, selon toi, est-ce que c'est une bonne approche? Alors, je pense que c'est toujours une très bonne approche parce qu'en fait, on continue d'innover et de penser de cette manière-là. Donc, en fait, c'est une première lecture qui va être assez descriptive du processus d'innovation et qu'on doit connaître et maîtriser pour voir déjà où s'intègrent les outils. Après, la nécessité, c'est d'avoir une autre lecture parce que ça va engendrer, et comme on l'a vu à la fois à travers les résultats de l'étude et du livre blanc, ça induit des nouvelles manières de faire, ça met et ça déplace la valeur de production de l'idée, etc., à plein de niveaux différents. Il y a peut-être une deuxième lecture à avoir en disant comment ces processus d'innovation, ils doivent être également pensés à l'échelle de l'individu et à l'échelle de l'innovation au sens large pour apprendre ou s'habituer à réfléchir, produire et collaborer de manière différente. Mais pour moi, c'est une couche supérieure. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, encore Martin. Moi, il faut m'arrêter, hein, Rémi. S'il faut jouer le rôle du chauffeur de salle en question, j'en ai plein, bien sûr. Je me disais, comme une des critiques qu'on fait, c'est cette idée de risque d'homogénéisation des idées.
en te réécoutant et moi-même en l'ayant présenté plusieurs fois, je prenais un peu de recul et je me disais, n'y a-t-il pas ici un peu d'arrogance humaine que de penser au fond que les idées qu'on a en local, au sein de son entreprise, de son département, finalement, on est les seuls à les avoir à ce moment-là. Alors qu'au fond, l'IA n'est-il pas un accès à la connaissance mondiale du sujet qu'on aborde là en les ramenant finalement et que, au fond, ne va-t-on pas gagner plus en enrichissement qu'en risque d'homogénéisation? Voilà. Je ne sais pas si tu vois ma question, c'est-à-dire que voilà. Alors, Martin, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question philosophique en 1 minute 30. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, je suis d'accord avec toi et au final, ce que ça va produire, c'est des idées qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui sont un petit peu la somme de la majorité des idées qui sortent en innovation. Par contre, et là, je reprends mon rôle de chercheur et de prof, depuis qu'il y a l'IA générative qui est utilisée par les étudiants, et là, je m'excuse de mon niveau de langage, j'ai jamais vu autant d'idées de merde ressortir et qui sont sur un niveau qualitatif qui sont horribles. Et depuis que je leur ai foutu des coups de pression, qu'on a arrêté les ordis et qu'on est reparti sur d'autres approches créatives d'innovation qu'on n'avait pas avant, eh ben, ils sont re-intelligents comme avant. Donc quand même, objectivement, il y a quand même un niveau de qualité et d'idées où l'année dernière, on pleurait tous à l'école. Et c'est des choses qu'on n'avait jamais eu à ce niveau-là. Super, merci. Oui, moi, je témoigne parce que je travaille dans l'enseignement supérieur et effectivement, on s'est rendu compte que nos jeunes, que ce soit sur les mémoires ou sur les devoirs qu'ils devaient rendre, on se retrouvait avec exactement les mêmes devoirs. Donc, ça nous a valu des grands moments de solitude, donc notamment nos intervenants. Donc, on a mis en place un certain nombre de règles éthiques, et effectivement, ou alors on leur demandait vraiment de nous expliquer en quoi ça les avait aidés à construire leur réflexion. Mais c'est un vrai sujet pour l'éducation aujourd'hui, parce que c'est très, très complexe. Et moi, je voulais vous remercier parce qu'en fait, je me suis vraiment retrouvée dans tous ces travaux. Et pour avoir fait un atelier booster, donc animé par Rémi, Philippe, donc il y a environ 1 mois et demi, ce que j'ai adoré, moi, en fait, sur l'IA, c'est qu'on a vraiment fait un mix de l'intelligence humaine et de l'IA, et surtout sur l'IA avec cette notion de génie du mal, c'est-à-dire que ça nous a challengés en nous disant, bon, vos idées, voilà ce qui pourrait vraiment faire que ça ne marche pas. Et je trouvais ça super intéressant parce que ça nous a aussi permis de se dire, ah ouais, tiens, ça, oui, ah ouais, quand même. Et donc, ça nous a aidé à ça. Et de coupler, en fait, les deux choses, mais effectivement avec un mode de fonctionnement bien précis. Et à un moment de s'arrêter et de se dire, allez, on ne l'utilise plus et on se met à repenser par nous-mêmes. Il faut trouver le bon mix. Mais du coup, je me suis vraiment retrouvée dans ce que vous avez présenté et j'attends vraiment le livre blanc parce que je trouve la qualité des supports que vous nous avez montrés, plus des travaux de ces jeunes, c'est super chouette, quoi. Ça donne envie, quoi, de lire ce document. Merci. Je me joins au compliment de Nathalie Raveau. Bravo, c'était passionnant. Moi, j'ai été très interpellée sur la notion de typologie que vous avez évoquée des acteurs tout au début. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant à creuser. En lien justement avec le domaine de l'innovation, mais pas que finalement. Hein. Voilà, donc un grand bravo, un grand merci. Et puis ce qu'on avait envie de vous proposer avec Innovacteur, c'est que la diffusion du livre blanc, on s'en charge dès que vous nous envoyez, ça vous évitera d'avoir une charge de travail supplémentaire. Et nous, ça nous permettra de rester en contact avec nos membres participants. En tout cas, un grand, grand bravo, c'était très, très formateur, très intéressant. Et moi, j'ai mon petit-fils qui fait l'usage et j'ai trouvé des petites choses intéressantes. Merci. Ok, bon, on aurait envie de passer le reste de la matinée avec vous. C'est sûr, on aurait plein de questions. Après, bon, voilà, c'est un format et merci parce que c'était parfait dans le timing. Oui. Et il y a eu quand même quelques petites questions, bien sûr, de Martin, mais pas que. Et donc, voilà, un grand merci. On espère vous retrouver. Enfin, après, s'il y a d'autres choses que vous voulez partager,
on sera très heureux de vous accueillir encore. Merci à tous les participants et puis joyeuses fêtes et à bientôt. Et puis, connectez-vous à la plateforme des adhérents innovateurs pour aussi pour prendre connaissance de ça, mais aussi pour tous les liens et tous les partages d'outils qu'on peut avoir entre praticiens de l'innovation participative. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.